Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. Ecopo est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, ravie de vous retrouver vous aussi pour une nouvelle émission de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler vin bio et engagé avec modération bien sûr, avec Thomas Lemal, cofondateur de OE. Nous parlerons des arbres, comment les sauver, comment les sauvegarder. On verra ça avec deux invités en plateau, Baudouin Berken qui est cofondateur d'Écoterie et Olivier de Montetti qui est le cofondateur de Trees Everywhere. Nous verrons également une étude qui nous parle de décideurs prêts à réinventer demain en période de Covid. Et enfin, la bonne idée du jour sera celle de Yacine Chiki, le fondateur d'Active Corner, une start-up qui aide les entreprises à améliorer la qualité de vie au travail. Mais tout de suite, les news avec Eva. La France, à nouveau en alerte sécheresse pour la deuxième année consécutive. L'Hexagone commence à souffrir d'un manque d'eau. C'est aujourd'hui les 2/3 des départements, soit 67, qui ont imposé des mesures de restriction. Selon la start-up Imago, spécialisée dans la compilation de données sur l'état de la ressource en eau, ce mois de juillet a même été le moins pluvieux depuis 50 ans pour les 3/4 nord du pays. Les autorités et les entreprises doivent réagir et doivent trouver des solutions, rajoute la start-up. Par exemple, le recyclage de l'eau de mer. Le pic de chaleur court mais intense n'est pas le dernier de l'été et va encore accélérer l'assèchement des sols. Économie circulaire, l'ordonnance complétant la loi est effective. Près de 6 mois après l'adoption de la loi, elle finalise la transposition des directives européennes déjà mises en place. Elle mettra l'accent sur le statut des déchets et sur le renforcement de la gestion des biodéchets, ceux des ménages et ceux des entreprises. Cette loi s'attaque aussi à la réduction de l'incidence des produits en plastique sur l'environnement. Le plomb empoisonne silencieusement 1/3 des enfants du monde. C'est le résultat d'un nouveau rapport de l'UNICEF. 1/3 des enfants du monde, soit jusqu'à 800 millions, souffrent d'empoisonnement au plomb en raison de la pollution de l'air et des eaux. Près de la moitié de ces enfants vivent en Asie du Sud. Une pollution souvent causée par le recyclage artisanal des batteries de voitures au plomb. Selon le rapport, environ un enfant sur 3 a un taux de plomb dans le sang égal ou supérieur à 5 microgrammes par décilitre de sang, un niveau auquel il faut agir, alarme l'ONG. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est Thomas Lemal, qui est le cofondateur d'OE. Bonjour Thomas. Bonjour Eva. Alors, et ça c'est Émilie, mais vous êtes où? Vous êtes à Bordeaux? Je suis à Lyon, effectivement. Vous êtes à Lyon. Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter OE, qui est une start-up engagée dans les vins bio et engagés? Vous allez nous en dire plus. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, je suis ravi de présenter OE. OE, c'est la marque engagée du vin. OE, c'est pour œnologie. Et OE, parce qu'on va être une marque qui interpelle et qui prend la parole. Quand on dit marque engagée du vin, on entend une marque qui produit des vins bio, main dans la main avec des vignerons qui mettent la biodiversité au profit de leurs vignes pour produire des vins sans pesticides. Et nous, on garantit que chacun de nos vins ne contient aucun pesticide. Et puis engagé parce qu'on a une grande cohérence qui nous anime, que ce soit dans le vin, que ce soit dans tout l'ensemble du packaging, dans l'ensemble de nos opérations qui sont neutres en carbone, et puis dans la manière dont on construit l'entreprise aussi. Avec combien de vignerons vous travaillez aujourd'hui ? On travaille avec 9 vignerons et vigneronnes de toute la France pour le moment. Alors, comment s'est passé ce constat-là sur place et comment vous avez fait pour travailler avec ces vignerons? Parce que j'imagine que c'est pas simple. Il y en a de plus en plus déjà des vignerons qui sont engagés dans le bio. Je sais qu'il y a déjà, on peut peut-être faire un point sur la différence entre vin bio et vin naturel, par exemple, qui ne sont pas tout à fait pareils. Est-ce que vous prenez en compte aussi les vignerons engagés dans ces vins naturels? Oui, alors il y a beaucoup de questions. Pour répondre à la première question, le vin bio, c'est plus 20% à peu près tous les ans depuis peut-être 5 ans maintenant. Et les vignerons bio, enfin les vignerons suivent cette tendance-là aussi parce qu'il y a entre 15 et 20% de vignerons qui se convertissent au bio tous les ans, sachant que la conversion prend 3 ans. Et après, comment trouver ces vignerons? Eh bien, certains nous appellent, nous contactent directement, d'autres on les rencontre dans différents salons. Et puis, le bouche à oreille se fait bien aussi dans le monde du bio. Donc, c'est aussi un autre levier pour rencontrer les bons vignerons. Et effectivement, les vignerons sont bien conscients des questions du bio.
Le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. C'est 4% de l'agriculture en France, mais c'est 20% des pesticides. Du coup, ça pose beaucoup de questions pour la biodiversité, et pour les vignerons, évidemment, et pour les consommateurs. Et donc, les vignerons veulent petit à petit basculer sur des méthodes de production qui soient quand même beaucoup plus saines et beaucoup plus respectueuses de tout l'écosystème qui les entoure. C'est pour ça que la notion du bio est peut-être même encore plus importante pour le vin que pour d'autres produits de consommation, parce qu'en effet, il y a un taux de pesticides qui est très, très élevé. Oui, exactement. Comme je disais, le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. Et donc, ça pose vraiment des questions, d'autant qu'on ne nettoie pas le raisin avant d'en faire du vin. Et nous, on est vraiment ravis de pouvoir proposer à notre communauté des vins qui sont vraiment garantis, sans pesticides. Et nous, on les passe sous test, chacun des vins, pour vraiment garantir cela. Et on est vraiment ravis de travailler avec des vignerons qui sont bien conscients du rôle qu'ils ont aussi dans la manière de produire, pour produire des vins beaucoup plus sains aussi. Alors, vous parliez d'enjeux de biodiversité. Est-ce que vous avez une façon peut-être de mesurer l'impact des vignerons engagés dans le bio sur la biodiversité? Oui, alors avec OE, on a commencé à mettre 2 choses en place, et c'est encore le début. Avec le programme OE pour la biodiversité, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires dans ce programme-là. L'idée, c'est de s'associer avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, pour mesurer la biodiversité présente chez nos vignerons et mettre des plans d'action en place que nous, on viendrait financer par la suite. Et puis, on s'est associé avec une entreprise lyonnaise qui s'appelle Biomed, qui vient mesurer ou analyser les sols de nos vignerons pour mesurer le taux de cuivre présent dans le sol. Dans le bio, il y a souvent la question du cuivre qui vient parce que le cuivre vient protéger les plantes, mais vient malheureusement s'accumuler dans le sol, et ça peut être un point faible pour la biodiversité. Et donc, avec Biomed, on vient nous financer la démétallisation des sols et donc une protection plus ample de la biodiversité présente chez nos vignerons. Et alors, c'est encore le début pour nous, mais on voit qu'avec nos vignerons, on a un champ vraiment grand pour avancer et produire, aller bien plus loin que les critères simples du bio. Vous êtes vraiment là pour les aider sur toute la chaîne de logistique. Eh bien, ouais, nous, ce qui nous anime, c'est vraiment la grande cohérence qu'on peut avoir, que ce soit auprès des vignerons, auprès de la biodiversité présente chez les vignerons, mais aussi dans l'ensemble de nos opérations, dans les bouteilles qu'on choisit, qui sont au maximum réutilisées et lavées et pas fondues, le bouchon qui est naturel, qui est négatif en carbone parce qu'il vient absorber plus de carbone qu'il n'en dépense. Les bouteilles sont allégées, on est neutre en carbone sur l'ensemble de nos opérations, tous nos cartons sont recyclés, recyclables et allégés. Et puis après, on veut aussi une bio qui soit cohérente au-delà du contenant et du contenu, dans la manière dont l'entreprise est construite. Et donc, c'est aussi plein de petites choses, là encore, comme la transparence sur les salaires, une bienveillance avec les vignerons dans le sens où on ne négocie pas les prix avec eux. C'est ça, les normes sociales sont aussi très importantes pour vous. Voilà. Il n'y a pas que le bio, il y a aussi l'aspect social. En fait, on croit vraiment à une bio cohérente. Et je pense que quand les clients achètent un vin bio, ils achètent, au-delà de la manière de produire, aussi un état d'esprit d'entreprise. Ils achètent le fait que ce soit un vrai vigneron qui soit derrière ce vin. Ils achètent une entreprise qui veut rendre le monde meilleur à son niveau, à son échelle. Et je crois que c'est ça la bio que les gens attendent. Et donc c'est ce que nous on cherche à construire avec OE, effectivement. Et donc c'est important pour vous d'être une entreprise engagée à 360, à la fois effectivement sur le bien-être de vos salariés, à la fois sur l'impact de l'environnement de votre entreprise, pas uniquement de vos produits en fait, c'est ça ? Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs cette dynamique-là qui nous a fait devenir Bicorp, qui nous a fait devenir aussi fournisseur du ministère de l'écologie. Bicorp, on peut y revenir un instant, c'est vraiment le mouvement des entreprises qui veulent s'engager pour faire de leur business une force pour le bien commun. Et moi, je crois vraiment, à titre perso, mais aussi maintenant c'est l'entreprise qui croit vraiment à ça, que le business, c'est un levier énorme pour répondre aux enjeux de société. On voit les enjeux sur la vigne et sur la viticulture avec les pesticides. Il y a plein d'autres enjeux pour lesquels les business ou les entreprises peuvent répondre favorablement de 1000 manières, et les startups sont vraiment de très bons leviers et beaux leviers aussi dans ce cadre-là. Ouais. Vous parliez de 20% de plus tous les ans de vignerons qui s'engagent aujourd'hui dans le bio. Comment les aider, comment les convaincre en fait, ceux qui ne sont pas encore passés au bio ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que les différents acteurs du vin peuvent les aider parce que les 3 ans de conversion, c'est toujours une période un peu compliquée dans le sens où on est en conversion, les méthodes changent, les façons de produire changent, etc. Ouais. Les clientèles changent, donc il y a moyen d'aider ces vignerons-là à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup d'aides de l'État, de l'ADEME pour favoriser la bascule vers une production bio. Et puis
Après, nous, on est vraiment très favorable à échanger avec les différents vignerons, et nos vignerons aussi échangent avec leurs voisins pour petit à petit évangéliser sur ces sujets-là qui leur tiennent à cœur. Et après, les vignerons d'eux-mêmes voient les bénéfices, que ce soit pour eux, pour leur santé, pour la vigne, pour l'écosystème, pour la terre, que eux touchent au quotidien. Ça, ils le voient, c'est des choses très concrètes pour eux. Donc, ils ont l'envie de basculer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que le déclic se fasse. Et il se fait petit à petit, effectivement. C'est une question de relation, hein, vous le disiez, humaine, avec les gens avec lesquels vous travaillez, vos fournisseurs, les vignerons, mais aussi vos salariés, du coup, qui s'impliquent aussi beaucoup. Oui, on a une équipe qui est vraiment ultra engagée dans la mission qu'on se donne, de promouvoir une viticulture plus saine, plus durable, et puis une consommation aussi meilleure et avec plus de sens. Et on a vraiment une chance énorme d'avoir une équipe aussi engagée et qui croit en ce qu'on fait. Et puis, on essaie d'engager tous nos partenaires, que ce soit nos vignerons, que ce soit nos partenaires, tous nos clients aussi, pour mettre en place des choses ensemble qui vont, encore une fois, dans ce sens-là. Parce que voilà, on est conscient qu'en tant qu'entreprise, on a un rôle à jouer. Et ce rôle-là, il est pas simplement dans le produit uniquement qu'on vend, mais aussi dans tout l'écosystème dans lequel nous, on collabore, quoi. Est-ce que pour la question du bio, il y aura un avant et après Covid-19 selon vous? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les consommateurs qui veulent de plus en plus consommer mieux. Est-ce que selon vous, il y a un avant et un après? Alors, pour notre histoire personnelle ou d'entreprise, on voit clairement un avant et un après. On voit par exemple des traiteurs qui sont... avec qui on avait du mal à échanger parce qu'ils voulaient simplement le plus bas prix possible. Et maintenant, on discute avec eux parce que, ils veulent une offre plus engagée, plus cohérente, parce que leurs clients aussi leur demandent. Derrière, on voit de plus en plus d'entreprises qui veulent faire des événements qui sont cohérents jusqu'au vin qu'ils servent à leurs événements. Et donc, je pense clairement qu'il y aura un avant et un après. Je pense que les gens sont vraiment favorables à consommer moins, mais mieux, et avec plus de sens. Ils se rendent compte aussi du rôle qu'a la nutrition dans la santé de la population en général. Donc, clairement, je pense il y a déjà un avant et un après virus. Ouais, un dernier mot peut-être très court sur les lois. Qu'est-ce que vous en pensez? Sont-elles assez strictes concernant votre secteur d'activité? Je pense que les lois, elles accompagnent bien la bascule vers le bio. Après, nous, on croit vraiment à une bio qui soit vraiment cohérente, beaucoup plus complète. Donc, effectivement, on aurait aimé que les lois aillent encore plus dans ce sens-là. Mais déjà, si elles permettent d'accompagner les vignerons pour produire et faire un premier pas en avant pour produire des vins plus sainement, c'est déjà un bon pas. Après, effectivement, il faut toujours aller plus loin et peut-être qu'après, c'est les lois, mais c'est aussi les vignerons, c'est aussi tout l'écosystème qui doit s'y pencher et pas uniquement les lois, quoi. Ouais. Merci beaucoup Thomas Lemal d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle que l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé, donc le vin bio avec modération. On passe maintenant à l'édito d'Émilie. Les répercussions de la crise ont été fortes et multiples sur tous les pôles de l'entreprise, business, finance, RH, IT. Tous les décideurs ont été confrontés à 3 décisions majeures: la mise en place du télétravail, la révision du budget et le chômage technique pendant la crise du Covid. Cependant, malgré le climat austère imposé par la crise, les décideurs se disent optimistes sur leur avenir proche. En effet, près de la moitié d'entre eux se montrent combatifs depuis le début du confinement et près de 9 décideurs sur 10 restent positifs quant à leur avenir. C'est ce que révèle une récente étude sur la perspective post-crise Covid-19 réalisée auprès de 216 décideurs par Spark Insight Consulting pour News Tomorrow. L'étude montre leur résilience et met en lumière leurs priorités pour 2020 et 2021. Cette crise confirme également leur capacité d'adaptation et de résilience. Une majorité d'entre eux ont en effet mis en place des actions pour y faire face. Plus surprenant, cette situation inédite leur a impulsé une envie de changement. Ils sont ainsi 41% à souhaiter faire évoluer la raison d'être de leur entreprise, notamment en développant de nouvelles offres au sein de leur entreprise, en contribuant à rendre le monde meilleur grâce à leur activité professionnelle ou en devenant un manager différent. Merci Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
Notre débat RSE du jour porte sur la sauvegarde des arbres. Pour en parler, j'accueille en plateau Baudouin Verken. Bonjour, vous êtes cofondateur d'Écoterie. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci de nous accueillir. Et Olivier de Montetti, vous êtes cofondateur de Trees Everywhere. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous aussi. Bonjour Émilie. Alors, peut-être qu'on peut montrer que vous avez tous les deux des solutions pour sauvegarder en fait les arbres. Écoterie, Baudouin, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Oui, alors nous, Écoterie, notre mission, c'est de renouveler et gérer durablement des forêts en France. Et pour ce faire, on a mis en place une innovation juridique qui permet à nos clients de financer des arbres qui sont plantés sur des forêts en France avec cette possibilité d'être propriétaire de ces arbres, qui sont propriétaires d'un actif vert qui est l'arbre. Et nous, Écoterie, on gère et on reprend des massifs pour assurer la pérennité justement de ces forêts. Vous, votre activité est un tout petit peu différente ? Alors nous sommes une start-up environnementale aussi, mais nous ne gérons pas des forêts. Notre métier est de construire des puits de carbone naturels, massifs, en plantant des forêts très denses et très variées pour le compte d'entreprises qui, dans le cadre de leur démarche RSE, doivent insister sur le C. Vous savez, il y a mesurer, réduire, compenser ou capter. Et donc nous intervenons sur le C, qui est la captation du carbone, avec une méthode très efficace pour capter du carbone avec des forêts très très denses et très variées, avec comme bénéfice direct induit la régénération et la reconstitution de biodiversité sur les territoires sur lesquels nous plantons, qui sont souvent des territoires... toujours des territoires inutilisés, des terrains souvent dégradés, parfois pollués, et que donc nous faisons revivre avec une plantation très dense d'arbres d'espèces locales. Donc c'est par les entreprises que va passer la sauvegarde des arbres ? Alors, parmi les acteurs économiques, on a l'État, les collectivités locales qui sont un acteur, on a les particuliers, on est chacun d'entre nous capable, et en théorie, on devrait chacun d'entre nous planter 10 arbres par an, pour être tout à fait clair. Et puis les entreprises, dans une logique économique, sont les acteurs qui aujourd'hui sont les plus impliqués dans cette démarche MRC, mesurer, réduire, compenser. Et donc c'est aujourd'hui avec les entreprises qui ont un niveau d'émissions qu'on appelle des émissions CO2 incompressibles qu'elles doivent compenser pour réduire leur empreinte carbone dans la trajectoire 2050 d'être à carbone zéro en 2050. Donc de plus en plus, les entreprises vont devoir, les très grandes pour commencer, puis les moyennes, puis les petites, vont devoir chercher des plans d'action, construire des plans d'action. Et Trees Everywhere est là pour les aider à planter des forêts qui soient des puits de carbone naturels. Et nous faisons ça en France. Baudouin, vous travaillez également avec les entreprises. Quel est le niveau d'urgence, selon vous, de la sauvegarde des arbres quand on voit que des incendies brûlent encore des hectares de forêt, en Amazonie notamment? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, c'est pour ça que Écoterie a vu le jour. C'est que nous, on veut embarquer le corps social. Et ça où je rejoins Olivier, c'est que le corps social, c'est aussi bien à titre individuel que collectif. C'est pour ça que 50% de notre activité, de notre mission, va s'adresser au grand public. Donc c'est monsieur et madame tout le monde. Et les 50 autres % de notre activité vont se porter auprès des entreprises, quel que soit le secteur et d'ailleurs quelle que soit la taille, où on leur dit qu'il est possible d'agir simplement en participant à des projets qu'on dimensionne avec eux et qui correspondent à des objectifs qui mettent en place en interne. Bien sûr que ce qui se passe actuellement en Sibérie, c'est dramatique. Nous, notre philosophie, notre état d'esprit chez Écoterie, c'est de se dire aujourd'hui, il est trop tard pour être pessimiste. Il faut être dans l'action. L'action, on a une boîte à outils aujourd'hui, on connaît les solutions à déployer, à mettre en place à grande échelle. Il est de la responsabilité de chacun de mettre en place ces actions, mais il faut aussi des acteurs qui puissent être des accélérateurs de transition comportementale, d'action et autres. Et nous, sur le sujet de la forêt française, on a un acteur et après, voilà, il faut agir sur tous les fronts. La mobilité, l'énergie, voilà. Vous parlez d'agir simplement. C'est simple, en fait, de planter des arbres. Alors, ou pas? Planter des arbres, ça peut être c'est une idée simple. La mise en œuvre est compliquée. Parce que pour vous donner une idée, la trajectoire net zéro à horizon 2050, en France, de manière très simple et très concrète, ça veut dire que si on arrive à baisser les émissions de carbone de 5% par an, ce qu'on n'a jamais réussi à faire,
Si on arrive à réduire dans les 30 années qui viennent de 5% chaque année, il faut à côté de ça planter entre 80 et 100 millions d'arbres par an, en France. Donc le constat est simple, mais évidemment, sur le plan botanique, sur le plan logistique, sur le plan forestier, sur le plan de la gestion des terrains, c'est très compliqué. Donc nous nous adressons aux entreprises qui sont dans cette obligation de déclaration, de reconnaissance, de réduction et de compensation, et aux autres acteurs économiques, les acteurs publics, puis les acteurs particuliers. Mais aujourd'hui, notre axe, c'est les entreprises sont capables d'agir à grande échelle, et elles commencent à le faire depuis 10 ans. Elles sont rentrées dans cette démarche et elles vont contribuer à planter une partie de ces 100 millions d'arbres qui doivent être plantés chaque année. Même question que pour Baudouin. Selon vous, l'urgence est vraiment mesurée aujourd'hui, notamment par l'État, et prise en compte, vous trouvez, dans les mesures, dans les lois mises en place par l'État, le gouvernement? Alors, quand on parle de politique ou de gestion gouvernementale, on est toujours sur des conflits d'urgence. Aujourd'hui, l'urgence numéro 1, c'est le Covid, l'urgence numéro 2, c'est le chômage, et l'urgence numéro 3, c'est le climat. À l'échelle de l'humanité, notre urgence, c'est effectivement le réchauffement climatique. Mais je comprends qu'il puisse y avoir des conflits d'urgence. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on a 38 degrés au mois de juin dans une ville du nord de la Sibérie, on est dans une situation aberrante. Quand on a des incendies spontanés qui se déclenchent parce qu'il fait trop chaud, on est dans une situation aberrante. Et aujourd'hui en France, et ça c'est un point extrêmement positif, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Baudouin, on se met en action. Il faut aller dans la bonne direction. Il faut prendre la vitesse, mais il faut se mettre en action. Oui, mais il ne faut pas que la France soit la seule à agir dans son coin. J'ai envie de dire la France sur l'échelle de la planète. C'est un peu l'enjeu aussi. Mais on ne peut pas attendre que les autres agissent, Émilie. C'est nous commençons à agir, nous pouvons devenir un exemple, nous pouvons développer un savoir-faire, et ensuite nous pouvons le développer à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Moi, qui suis-je pour aller donner des leçons au Brésil ou à la Sibérie ? Alors qu'en France, nous avons la capacité, avec les entreprises françaises, sur des terrains qui appartiennent à des particuliers ou à des entreprises ou à des collectivités locales, en France, on peut reforester des dizaines de milliers d'hectares sans que ça ait d'impact négatif sur l'agriculture, sans que ça ait d'impact négatif sur l'habitat des gens. Sur la simple agglomération parisienne, je pense que on peut planter 1 million d'arbres sur l'agglomération parisienne, ce qui n'a pas été fait depuis le baron Haussmann. C'est possible, mais alors pourquoi on ne le fait pas? C'est pour ça qu'il faut des structures, il faut être faut mettre en place les outils adaptés. Et c'est pour ça qu'en créant Écoterie avec cette approche à l'arbre, même si derrière nous on va gérer des surfaces forestières conséquentes, on permet à n'importe qui d'agir dès un arbre en fait. Très concrètement. Très facilement. À la manière d'une banque d'ailleurs. Au lieu d'investir dans des sociétés, on peut investir dans des arbres, dans la forêt directement. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se réapproprient ces sujets, surtout puissent y avoir accès. Et donc, dans notre innovation, dans le mécanisme Écoterie, on dit au bon geste, les bonnes récompenses, c'est-à-dire vous financez un arbre, vous en êtes propriétaire, cet arbre va remplir une fonction environnementale au sein d'une forêt bien gérée, mais à terme, il va produire un bois d'œuvre. Et le jour où il sera valorisé après toutes ces années de patience, parce que le métier du forestier, c'est de la gestion, c'est de la patience, c'est de la lecture d'une forêt, c'est un vrai savoir. Et un jour, ce bois, il va avoir de la valeur, et la nature, elle a de la valeur chez Écoterie. Et si on ne met pas un prix derrière, les gens ne sont pas respectueux. Et surtout, que nous, notre philosophie, c'est de récompenser, valoriser l'action de manière générale écologique. Nous, on intervient à travers le sujet et l'angle de la forêt. Et derrière, il faut agir sur plein d'autres choses. Donc, c'est sur la mobilité, ce que je disais, le gaspillage, la nourriture. Nous, on se veut être un acteur sur un outil facile pour la forêt française. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir débattu sauvegarde des arbres. Merci beaucoup. On passe maintenant à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Yacine Chiki, le fondateur d'Active Corner. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Active Corner? Avec plaisir. Active Corner, c'est une solution d'accompagnement des entreprises sur leur sujet de qualité de vie au travail. Donc nous, on apporte ça via des solutions de sport et bien-être et on déploie ça au sein des entreprises pour faciliter l'accès aux salariés à différentes solutions. Donc des salles de sport
Quoi d'autre? Alors, notre approche, je vais juste donner un petit peu de background par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. Moi, avant de monter la boîte, je travaillais dans la banque. Et en fait, tous les services qui étaient liés au sport et au bien-être étaient complètement éclatés au sein de l'entreprise. Donc, j'avais le CE d'un côté qui me propose, le CSE devrais-je dire maintenant, qui propose des solutions. Il y avait une salle de sport d'entreprise. De temps en temps, il y avait des événements ponctuels qui étaient proposés comme des cours solidaires. Et il n'y avait rien de cela qui était vraiment lisible en termes d'offres et de prestations. Et du coup, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, on va digitaliser, on va faciliter l'accès. Donc aujourd'hui, un salarié, il a une plateforme qui est Active Corner qui lui permet non seulement de prendre connaissance des services qu'il a sur son lieu de travail, ça peut être des massages, du bien-être, des cours de nutrition, ça peut être une salle de sport corporate, comme vous l'avez mentionné, ça peut être des programmes santé. Et via la même plateforme, on détruit les murs de la société, on lui permet aussi d'explorer ce qu'il a autour de lui. Donc qu'il soit chez lui, en télétravail, en déplacement ou en vacances, il va pouvoir accéder à un réseau partenaire, donc des salles de sport, des studios, des spas, des grands événements sportifs, et il va pouvoir les consulter et accéder à cette offre aussi et la réserver via une seule plateforme. Comment vous êtes reçu par les chefs d'entreprise? Ils accueillent ça bien? Ils pensent que ça va fédérer aussi les équipes sur ce type d'initiative? Nos clients sont les chefs d'entreprise, les RH. Donc les services RH aujourd'hui sont porteurs de la qualité de vie au travail, garants de la qualité de vie au travail en entreprise. Donc c'est souvent eux qui nous reçoivent. Ils sont de plus en plus sensibles à ça. On est arrivé dans un univers qu'il fallait encore évangéliser, sur lequel il fallait vraiment convaincre que le bien-être du collaborateur était un levier de croissance pour l'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux en sont persuadés. Donc on est plutôt bien reçus. La crise a cristallisé, on va dire, certaines craintes par rapport à des prestations ou digitales ou présentielles, ce qui est normal. On n'a pas forcément envie d'avoir aujourd'hui un coach en entreprise si on n'est pas sûr que les gestes barrières sont respectés. Et du coup, on a profité pour vite développer une solution vidéo. Donc aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Active Corner Play. Et c'est 80 lives par mois, c'est des conférences en ligne. Donc si la personne est chez elle, en télétravail ou en déplacement, elle peut quand même accéder à un service et en profiter. Donc toutes les entreprises sont concernées, hein, grandes comme petites, c'est pas uniquement les grandes qui peuvent s'offrir ce genre de service? Bien au contraire, je pense que les petites entreprises sont tout aussi sujettes à des considérations de qualité de vie au travail et elles doivent gâter leurs collaborateurs. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de marque employeur et de rétention des talents. Et très très souvent, le type de service comme celui qu'on propose sont les services différenciants qui vont faire qu'un salarié va vouloir venir et rester dans l'entreprise. Donc l'enjeu est le même, quelle que soit la taille d'entreprise. En quelques secondes, pourquoi le sport? Vous avez vu que ça avait vraiment un impact sur le bien-être des salariés? Enfin, pourquoi l'activité, c'est important? Le sport, c'est absolument ça. Le sport est dans mon ADN depuis que je suis tout petit. J'ai fait du basket à différents niveaux. Je pense que l'impact du sport dans l'entreprise et même dans l'entreprise et dans la société au sens large, ça apporte des valeurs. On a parlé de cohésion, d'engagement, d'esprit d'équipe, de solidarité. Donc toutes les valeurs qu'on recherche et qu'on attend dans l'entreprise, on les trouve dans le sport. Et c'est pas un secret si beaucoup d'entreprises font appel à des grands champions, etc., pour venir véhiculer ces valeurs et ce discours. Merci beaucoup Yacine Chiki d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté Active Corner. C'est déjà la fin de cette émission et c'est la dernière de la saison. Émilie, c'est un plaisir d'être avec vous pendant ces 1 mois et demi. J'étais ravie aussi, Eva. J'en profite pour remercier toute l'équipe technique. Alors vite, j'espère que je ne vais pas oublier Emma, Mustapha, Louison, Amanda, César, Guillaume, Joséphine, les maquilleuses aussi, Colline, Laure, Isa, Tae et tout le monde derrière. J'en oublie évidemment. Merci d'avoir rendu ça possible. Merci beaucoup. On s'est régalé. Merci Eva encore. Merci à toi Émilie. Et puis on vous retrouvera cet été pour voir et revoir les émissions qu'on a commencées depuis le 16 juin dernier. Tout à fait. Voilà. On vous dit à très très vite sur Bismart.